édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba FM, de Djoliba TV. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'actualité de la transition malienne. Oui, le colonel Assimi Goïta a prêté serment, c'était le lundi, et il a prêté serment comme président de la transition, chef de l'État. Aussitôt installé dans ses fonctions de chef de l'État, il nomme Choguel Maïga comme premier ministre de la transition. Quel avenir pour cette nouvelle transition? Le duo Assimi-Choguel est-il un mariage de raison? Quelles doivent être les priorités du futur gouvernement? Des questions que nous allons aborder avec notre invité, Maître Cheikh Oumar Konaré. Maître Cheikh Oumar Konaré, bonsoir. Bonsoir. Maître, merci d'être sur ce plateau. Je rappelle à nos auditeurs et ceux qui nous regardent que vous êtes un brillant avocat et un homme aujourd'hui dont les analyses font pratiquement autorité dans l'espace public malien. Merci d'être là, maître. Merci beaucoup. Nous comptons sur vous, sur votre disponibilité et pour débattre des sujets brillants par rapport à l'actualité. Déjà, maître Cheikh Oumar Konaré, le président Assimi Goïta a prêté serment, on l'a tous suivi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son discours de prestation de serment? Je salue tous vos auditeurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce serment a été prêté dans un contexte de forte pression. La pression vient surtout du front international, qui n'a pas du tout apprécié que Bandaou et Mokhtar Wane, les anciens dirigeants, soient déposés par un coup d'État. La communauté internationale s'inquiète de la tenue des engagements internationaux du Mali. La communauté internationale s'inquiète aussi du respect des délais prévus pour la transition. Il ne reste que 9 mois officiellement. La communauté internationale s'inquiète aussi, surtout de cet accord d'Alger dont tout le Mali est en train de se méfier. Et donc, la pression est maximale pour que les autorités de transition ne changent pas de politique. Parce que c'est cette politique-là qui arrange la communauté internationale. Donc, il fallait, avant même que le nouveau président puisse s'installer, le mettre sous pression de manière qu'il prenne des engagements solennels envers la communauté internationale. Et je crois que pour apaiser la communauté internationale, le nouveau président a effectivement réitéré les engagements pris dès le départ par les autorités de transition. Maintenant, je me demande s'il pourra tous les respecter. Une chose est de promettre, une autre est de tenir les engagements réitérés. Oui, mais comment vous comprenez, il a fait un coup de force, mais pratiquement on a vu que c'était un silence pratiquement radio de la classe politique dans son ensemble. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est que ceux qui étaient là, Bandaou et son premier ministre Mokhtar Wane, ne se sont pas adossés au peuple. Pendant 9 mois, ils ont été là en train de contempler le décor sans réaliser le moindre des changements attendus par le peuple. Aucune visite à l'intérieur du pays. Personne ne les connaît. Ils sont là dans les petits bureaux en train de concocter des choses bureaucratiques. Alors, c'est pour cette raison que le peuple ruait dans les brancards, que le peuple était déçu. Et donc, quand ils sont tombés, ils n'ont pas eu de peuple, de soutien populaire. C'était prévisible parce que les attentes du peuple étaient déçues et tout le monde était là en train de regarder, sans savoir où on va, sans savoir quelle direction prendre, sans compter sur rien. La déception était totale. La morosité du climat politique était totale. Maintenant, quand ils ont été arrêtés, certains hommes politiques ont émis quelques critiques, mais
Tout le monde est en train, en réalité, de se battre pour ce qu'on appelle l'inclusivité. L'inclusivité, c'est pour qu'on ne mange pas sans les autres. Okay. En réalité, c'est ça. Maître, vous êtes un avocat, vous êtes aussi un défenseur de la démocratie. Mais comment comprenez-vous que dans ce pays où il y a beaucoup d'intellectuels, c'est quand même un coup de force, mais les gens se couchent pratiquement, on refuse de condamner le coup de force. Oui, mais à quoi ça sert? Vous êtes dans un pays d'intellectuels, certes, mais vous êtes aussi dans un pays de pauvres. Les gens cherchent à manger. Et condamner là, ça conduit tout droit à la famine. C'est pourquoi personne ne condamne. Tout le monde cherche au contraire à se mettre le pied dans l'étrier. Tout le monde veut venir autour de la marmite nationale. Donc c'est une marmite pour vous, c'est une marmite nationale? Mais bien entendu. Ah bon? L'État, c'est ça, en Afrique. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez jamais rien à la politique africaine. On parle de démocratie, mais en réalité, il n'y a pas de démocratie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un pouvoir, qu'il soit élu ou qu'il ne soit pas élu. C'est ce pouvoir qui pourvoit aux besoins de tous. Et ceux qui ne sont pas avec ce pouvoir-là meurent de faim. Alors donc, la politique, dans un tel contexte, consiste à tout faire, à se frayer un chemin vers la marmite. C'est ça la politique en Afrique, c'est ça la démocratie en Afrique. Et une fois que vous avez un maximum de personnes autour de la marmite, les bruits du dehors là se taisent. ATT l'a bien compris. C'est pourquoi il a pratiqué la politique du consensus. Et cette politique du consensus a fait que il n'y a pas eu beaucoup de contestations sous son régime et on a quand même vu les résultats. Ça lui a permis de bâtir beaucoup de choses. Mais si vous raisonnez en termes occidentaux, dire que j'ai été élu, et je travaille avec mes seuls amis, etc. Mais cette marmite-là, c'est pour qui? C'est pour les politiques seulement ou bien c'est... Comment on doit comprendre qui doit manger les politiques dans cette grande marmite-là? Les politiques et assimilés. Et assimilés. Maître Cheikh Omar Konari, on a vu les premières heures du 18 août, Assimi Goïta un peu timide, effacé, mais de plus en plus, on a l'impression que il commence à sortir un peu de sa timidité, il prend confiance. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il gagne en confiance. Avant, il était vice-président. Aujourd'hui, il est président. C'est lui le chef. Quand on est chef, on prend un peu une autre dimension. Okay. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Assimi Goïta est vraiment l'homme qui peut... l'homme de la situation, comme on dit, dans le contexte actuel? Je souhaite qu'il devienne l'homme de la situation. Quelqu'un qui a fait 2 coups d'État n'est quand même pas n'importe qui. Je pense qu'avec le fait qu'il ne parle pas beaucoup constitue chez lui un atout, dans la mesure où personne ne sait. En réalité, quand est-ce qu'il va changer de musique? Alors tout le monde fait attention. Moi je crois que par principe on ne peut pas exclure la possibilité qu'un militaire puisse bien faire. Dans l'histoire du monde, les militaires ont beaucoup apporté à leur patrie. Souvenez-vous que les révolutionnaires français en 1789, après avoir tué le roi, étaient là en train de faire du brouhaha seulement, tous les jours des procès, tous les jours en train d'exécuter quelqu'un. Ils étaient là quand Napoléon, un général, est venu tous les ramasser lors du coup d'État du 18 Brumaire pour créer l'Empire. Créer l'Empire. Et la France doit beaucoup à Napoléon. Et la France est retombée dans ses vieux travers politiques sous la 4e République jusqu'à ce que les Allemands viennent les cueillir. Et il a fallu un autre général. De Gaulle. Qui est même pratiquement votre référence. De Gaulle, pour les sortir de cette ornière. Paul Kagame, c'est un militaire. Donc,
Dans l'histoire du monde, les militaires ont souvent bien fait. Sankara, c'était un militaire. Les militaires ont souvent bien fait. Et moi, je conseille à Assimi Goïta de prendre le chemin de ces illustres dévanciers. De faire en sorte que, sans craindre l'Occident, sans craindre les critiques, en âme et conscience, il puisse impulser des réformes susceptibles de sortir le Mali du gouffre où il a été mis par les politiciens. Cela signifie bien entendu qu'il ait la capacité d'accepter les suggestions et les critiques. Cela suppose qu'il garde son sang-froid. Cela suppose également, n'est-ce pas, qu'il s'inspire des exemples venus du monde entier. Qu'il n'ait aucune espèce de complexe. Ce sont les complexes démocratiques, religieux et autres là qui nous ont mis dans ce bourbier. Okay. Voilà. Il a choisi comme Premier ministre Choguel Maiga du M5 RFP, Choguel Maiga que vous connaissez bien. Est-ce que vous pensez qu'il a eu un très bon Premier ministre? Moi, je crois que Choguel, que je connais depuis 25 ans, échouera difficilement. C'est un homme que je connais, un excellent travailleur, un gros travailleur, qui est au bureau à 7h30, qui ne descend que quand tout est évacué. C'est un homme d'une très grande capacité d'écoute, d'une très grande intelligence et un rassembleur. En ce sens que, avec Alinou Diallo, Choguel est l'un des rares hommes politiques capables de vous écouter, d'écouter vos critiques sans s'offusquer, sans vous prendre pour un ennemi. C'est quelqu'un qui sait aussi relativiser les flatteries. Et donc, c'était extrêmement méthodique et extrêmement constant et courageux. Moi, je n'ai pas de qualificatif suffisant pour qualifier cet homme-là, tellement je crois en ses capacités. Je ne suis pas un griot, et je ne suis pas habitué, comment on appelle ça, à flatter quelqu'un. Mais je crois que si Choguel ne parvient pas à redresser la barque, personne n'y parviendra. C'est un homme de dossier aussi. C'est un homme de dossier, c'est un homme intelligent et c'est un visionnaire. Oui, okay. Et il n'a peur de personne. Et surtout pas de ceux qu'on considère comme nos maîtres occidentaux. Okay, donc c'est un homme décomplexé qui arrive à la primature. Exactement. Okay, donc aujourd'hui avec le M5 RFP, vous pensez qu'il peut rassembler, Choguel peut rassembler? Il le fera. Il a compris qu'on ne peut pas gouverner seul dans ce pays. Okay. Tous ceux qui l'ont tenté ont échoué. Il parle de transition de rupture et par l'exemple. Transition de rupture et par l'exemple. Et puis il dit, nous allons donner l'exemple dans tous les domaines. La transition de rupture se comprend. Et pendant un an, donc pendant plusieurs mois, le M5 a combattu le régime d'Ibeka en soulignant ce qu'il appelle les errements de ce régime. Le M5 a souligné beaucoup d'erreurs dans la conduite des affaires publiques. Il y a beaucoup de dossiers que le M5 a pointés. Aujourd'hui, Choguel au pouvoir, il travaille non seulement sous le contrôle actif du président de la transition, du peuple, mais également de ses amis du M5, qui n'ont pas intérêt à ce que le M5 échoue, qui ne vont pas laisser Choguel échouer, qui ne vont pas le laisser travailler à sa guise et qui vont le recadrer aux besoins. Donc vous n'avez pas seulement Choguel au pouvoir, vous avez l'équipe du M5 qui est à la primature. Mais est-ce que l'équipe est assez représentative, l'équipe M5? Il appartient au M5 de s'élargir, de s'ouvrir aux autres courants politiques pour ne pas créer des blocages. Vous savez, aujourd'hui, il faut, comme hier, une union sacrée des Maliens. Sans cette union sacrée, nous ne pouvons pas faire face aux périls qui nous assaillent. L'insécurité, la pauvreté, les doléances syndicales,
Les pressions internationales, vous savez, tout est coupé aujourd'hui. Toutes les aides sont coupées. Alors donc si nous-mêmes nous continuons à nous entretuer, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc Choguel a l'obligation de créer ou de recréer le consensus. Okay. Voilà. Est-ce que ce n'est pas Choguel qui va porter peut-être un peu la voix, puisque Assimi ne parle pas beaucoup, il ne connaît pas l'État. Est-ce que ce n'est pas Choguel qui va vraiment porter le pouvoir? Ou c'est une erreur? Je crois que Choguel aura beaucoup de pouvoir parce que Assimi Goïta, en tant que militaire, n'est pas très bien vu dans beaucoup de milieux, surtout dans les milieux diplomatiques. Alors donc c'est le premier ministre civil exigé par la CEDEAO qui, sans avoir les pleins pouvoirs, va en réalité négocier le sort du Mali, un peu partout. Ce qui ne signifie pas qu'il puisse faire ce qu'il veut. En réalité, le pouvoir réside entre les mains de la junte, n'est-ce pas? Et le Premier ministre travaillera excellemment dans les domaines où on le laissera libre. Par exemple, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, ces domaines-là relèvent en réalité du président de la transition. Je ne crois pas que Choguel aura les coudées franches dans ces domaines-là. Mais pour tout le reste, vraiment, c'est à lui aussi de se frayer un chemin. Okay. C'est à lui de forcer la mesure de manière que le pays puisse sentir qu'un nouveau pouvoir est là. Oui, pour toujours parler de Choguel, est-ce que ce n'est pas un clin d'œil du destin? Est-ce que ce n'est pas il est à la station prématoriale, est-ce que ça n'ouvre pas un boulevard s'il travaille bien, peut-être pour Koulouba dans les années à venir? Il a 63 ans, je précise. Non, je crois qu'il ne faut pas spéculer. Aujourd'hui, Choguel est là et c'est la récompense d'un combat. Sinon, il n'a pas le parti le plus structuré ni le plus grand au niveau du FSD, encore moins au niveau du M5. Les gens l'ont choisi parce que tout le monde l'a vu constant, sous l'orage, en train de combattre et le régime Ibeka et la junte pendant une année. Alors, donc, il a été récompensé pour cela parce qu'il est le porte-voix du M5. Je crois qu'il a suffisamment à faire avec les problèmes actuels du pays. Et d'ailleurs, la charte de la transition ne permet ni au président ni au premier ministre de transition de se porter candidat. Et la CEDEAO a tenu à ce que le président et le premier ministre réitèrent cet engagement de ne pas se porter candidat aux élections qui vont terminer la transition. Donc moi je crois que pas pour cette transition, je peux être dans l'avenir. Oui, mais ça, personne n'est Dieu. On peut même ne pas avoir été président ou premier ministre de la transition et gagner une élection après. Ok. Mais quelles doivent être aujourd'hui les priorités du Premier ministre ou du duo Assimi Goïta et Choguel Maïga, selon vous? La première chose, c'est le retour de la sécurité. Sans sécurité, la sécurité, c'est le premier droit de l'homme. Sans sécurité, vous ne pouvez pas parler de développement. Alors, vivons dans un contexte extrêmement délétère du point de vue sécuritaire. Alors, par quels moyens vont-ils pouvoir ramener la sécurité? Comment le feront-ils au moment où la France a suspendu sa coopération militaire avec l'armée, avec le Mali? Comment ramèneront-ils la sécurité au moment où les aides internationales sont suspendues? C'est vraiment une gageure. Ce n'est pas du tout facile. Mais il va falloir qu'ils réussissent ce challenge-là, qu'ils relèvent ce challenge, ce défi. Il a dit, allez-y, vous n'avez pas fini. Ensuite, les élections. Tous les maux de notre pays sont venus souvent d'élections bidons qu'on a organisées juste pour perpétuer un régime ou pour propulser le candidat du pouvoir.
si on répète cette erreur-là, le futur président sera lui aussi balayé parce que nous avons besoin d'un président réellement légitime, capable de dire aux Maliens et de parler aux Maliens et que les Maliens l'écoutent. Si vous n'avez pas de légitimité, tout le reste va tomber parce qu'on ne vous laissera même pas parler, à plus forte raison gouverner. Alors, ce président doit être patriote. Et un patriote ne vient pas forcément au pouvoir lorsqu'il y a des élections truquées. Alors donc, moi je rêve d'un président légitime et patriote. Et cela n'est pas possible. Un tel président ne peut pas venir au pouvoir si les élections sont truquées. Parce qu'on truque des élections pour donner le pouvoir à un homme lige. Cet homme lige ne peut pas avoir le patriotisme nécessaire pour redresser la barre. Alors donc moi je crois que nous devons nous battre pour encourager le nouveau pouvoir à aller réellement dans le sens du peuple, dans le sens de la démocratie et de faire en sorte qu'il y ait des élections transparentes et qu'un président légitime sorte des urnes. Est-ce que pour vous, le délai de 9 mois est parti? Est-ce qu'on peut raisonnablement respecter ce délai-là? Vous savez, la communauté internationale tient beaucoup au délai. L'objectif, c'est d'empêcher la junte, c'est-à-dire le colonel Goïta et ses compagnons, de pousser des racines. Parce que ce que la communauté internationale craint, c'est que les militaires ne s'habituent pas trop au pouvoir. Parce que s'ils s'y habituent, ils ne vont plus le quitter. Pourquoi? Ils ne vont plus le quitter parce que le pouvoir est très doux. Ne l'oubliez pas. La marmite, hein? Alors, donc, je vous dis, les délais sont restreints de manière que le plus tôt possible, il y ait des élections et que les militaires quittent parce que la communauté internationale ne veut pas de militaires au pouvoir. Mais honnêtement, dans notre cas, je ne crois pas que les 9 mois vont suffire pour organiser de bonnes élections. Je ne le crois pas. Alors, il est tout à fait envisageable que le pouvoir vers la fin demande une rallonge de 3 mois ou de 6 mois. Okay. Mais certainement pas plus. Pas plus, ok. Parce que si on force sur le délai, si on ne veut pas terminer la transition, il y aura d'autres sanctions de la communauté internationale. Donc pour vous, on doit quand même finir, on doit sortir à un moment de la transition. Absolument. Voilà. Mais ce cycle de coup d'État, est-ce que faire pour ne plus se retrouver dans ce cirque infernal de coup d'État? Que faire? Les coups d'État sont la sanction de la mauvaise gouvernance. Tant qu'il y aura mauvaise gouvernance, il y aura coup d'État. Et je vais vous dire, si le président est légitime, c'est-à-dire si le président est élu réellement par les Maliens. Le cas a été élu à 77%. Non, je ne souhaite pas particulariser le débat. Okay. Je souhaite qu'on parle sans nommer des gens. Ok. Alors, si un président est réellement légitime, il est très difficile de le renverser. C'est pour ça d'ailleurs que les putschistes, ou ceux qui aspirent à commettre des putschs, profitent toujours des troubles sociaux, des troubles politiques. Parce que dans ces périodes de troubles, la légitimité du président est contestée. Mais un président réellement légitime, si vous le renversez, vous aurez tout le monde dans la rue. Regardez un peu en Birmanie. Aung San Suu Kyi a été renversé par l'armée. Une armée qui a l'habitude de perpétrer des coups d'État et de diriger le pays. Mais aujourd'hui, l'armée n'arrive pas à gouverner. Oui. Parce que la bonne dame est très très légitime et supportée par le peuple. Mais pourquoi le peuple va supporter le dirigeant? Pourquoi? La légitimité est une denrée qu'il faut entretenir. La légitimité ne peut se perpétuer que par la bonne gouvernance. Il faut que le peuple se sente concerné par ce que les dirigeants font.
il ne suffit pas d'être élu avec un large score. Il faut que ce score populaire s'élargisse toujours pendant votre gouvernement. Alors, si par une mauvaise gouvernance vous rompez avec l'amour populaire, vous pouvez être renversé à tout moment sans aucune conséquence pour vous, sans aucune conséquence populaire, parce que le peuple en réalité est dépité de votre gouvernance. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, c'est que on devrait pouvoir faire des réformes de manière que l'armée soit beaucoup plus républicaine. Mais ça demande du temps. Ça demande également que l'armée soit totalement mise dans les conditions. Ça demande que les règles démocratiques soient suffisamment ancrées au sein de la population par, comment on appelle ça, une meilleure formation politique de la population. Ça demande aussi que le pays se développe, parce que plus un pays est développé et plus un pays est lettré, plus il est difficile de commettre un push dans ce pays-là. C'est pourquoi les pushs ont beaucoup diminué en Europe. Okay. Parce qu'on a éduqué la population, on lui a inculqué une culture démocratique et la population est suffisamment riche pour ne pas servir de bétail électoral, pour ne pas vendre sa voix à 1000 francs ou 2000 francs. Okay. Voilà. D'accord. Revenons maintenant à la transition. Choguel Maïga, le Premier ministre, dit que le gouvernement sera formé probablement ce dimanche. Et pour vous, à quoi doit-on ressembler ce futur gouvernement, le visage de ce futur gouvernement? Je crois que tout le monde a insisté sur le caractère inclusif de la transition. Donc, en tenant compte de ce repère, ce sera un gouvernement ouvert à tous les grands regroupements politiques, y compris les groupes politiques issus de l'ancien régime. Okay. Ce sera un gouvernement, je l'espère, de personnalités ayant une bonne réputation. Parce que quand on parle de transition, de rupture, il s'agit de faire en sorte que ceux qui vont être mis à la tête de l'État, au sein du gouvernement, puissent inspirer confiance aux populations. Mais pas des ministres ramassés au bord du goudron ou des gens que personne ne connaît, de prétendus technocrates qui n'ont jamais fait leur preuve nulle part. Alors, il faudrait aussi que ce soit un gouvernement qui inspire confiance de par l'engagement patriotique de ceux qui vont l'animer. Okay. C'est un gouvernement de ce genre que j'imagine, mais j'attends de voir. Okay. Et maintenant, parlons peut-être de cette actualité. Emmanuel Macron qui décide de retirer la force Barkhane dans le Sahel. Pour vous, c'est une bonne information ou bien c'est juste de la communication? Moi, je veux vous dire, la France n'a aucun intérêt à quitter le Sahel. La France a intérêt militairement à rester au Sahel. Et même quand la France va quitter éventuellement le Mali, elle va masser ses troupes là où elles ont déjà leur base principale, c'est-à-dire au Tchad. La France ne peut pas quitter. Vous avez l'uranium du Niger, dont la France a besoin pour alimenter son industrie, qui fonctionne à 80% à partir de l'énergie nucléaire. Quitter le Niger, laisser le Sahel revient à laisser cette mine d'énergie à la merci de puissances rivales comme la Chine ou la Russie. La France ne peut pas se le permettre parce que l'uranium ne court pas les rues. Ensuite, vous avez tous ces pays qui entourent le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
qui sont des bastions français. Si la France abandonne le Mali et quitte le Sahel, eh bien le Mali sera submergé de hordes terroristes qui vont se diriger aussi vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal. Et autant le Mali a échoué jusqu'à présent à contenir ces hordes-là, autant le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne pourront pas les contenir. Et une fois que les terroristes auront étendu leur domination à la fois sur le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui reste? Ils iront en France. Et vous avez également la question des migrations. Ces migrants qui quittent le Sahel pour l'Europe doivent être absolument arrêtés par les Européens pour que leur économie ne puisse pas s'effondrer sous le poids des migrations. Il faut des accords avec les pays du Sahel. Et pour qu'il y ait des accords, il faut que ces pays existent. Alors donc moi je crois que la France va multiplier les menaces. Elle va multiplier les avertissements, mais elle ne quittera jamais le Sahel. Elle ne quittera jamais le Sahel. Non. Est-ce que cette opération Barkhane, si on doit faire le bilan, est-ce que c'est un bilan positif? Est-ce qu'il est élogieux? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il est mitigé? Et vous savez, Barkhane a pour effet, de par ses frappes ciblées, de par ses patrouilles et autres, a pour effet d'empêcher la constitution de groupes massifs terroristes. Les terroristes sont obligés d'agir de manière isolée, de manière épisodique. Mais s'il n'y avait pas Barkhane, vous auriez eu par exemple des camps terroristes et un peu partout sur le territoire. Mais aujourd'hui, ces terroristes-là se terrent dans les montagnes, etc. et se regroupent de manière épisodique pour mener des opérations coup de poing. Ça, c'est un premier effet positif de Barkhane. Mais Barkhane n'arrive pas à faire ce que les Maliens attendent d'elle, c'est-à-dire éradiquer le terrorisme. Je ne sais pas pourquoi elle ne parvient pas à le faire, mais je fais le parallèle avec les forces de l'OTAN et les forces américaines en Afghanistan. Après 20 ans, elles n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Et donc, j'en déduis que les forces occidentales ne peuvent pas vaincre le terrorisme. C'est donc une maladie durable qui est là pour des décennies. Et donc, si nous ne voulons pas que les Occidentaux restent chez nous pendant des décennies, c'est à nous de nous débrouiller. Il faut que nous créions nos propres forces. Il faut que nous quittions la mentalité d'assister. Il faut que nous jetions nos forces armées sur le terrain. Et il faut rehausser le niveau du commandement et ne pas laisser la guerre aux seuls lieutenants ou aux adjudants. Les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels, les commandants doivent aller sur le terrain. Sinon, nous allons rester là, éternellement assistés, et nous ne nous débarrasserons jamais des forces internationales. Okay. La réalisation me signale qu'il nous reste pratiquement 1 minute pour conclure cette émission. Maître Cheikh Oumar Konaré, si vous avez un dernier mot par rapport aux enjeux de cette transition, et quel serait ce dernier mot? Moi, je termine mon propos par un vœu. Je souhaite que cette transition dote enfin le Mali d'institutions solides, comme Rawlings a pu doter le Ghana d'institutions solides qui résistent jusqu'à présent et qui font du Ghana une référence démocratique en Afrique. Je souhaite qu'à l'issue de cette transition, personne ne puisse contester l'élection du président, du futur président. Je souhaite que cette transition inspire les hommes politiques et les oriente enfin vers l'intérêt général. Parce que c'est la recherche de l'intérêt particulier, l'intérêt personnel qui a détruit ce pays. Si
les Maliens se tournaient enfin vers la recherche de l'intérêt général, il n'y aurait plus une telle crise au Mali. Je termine en disant que personne n'a envie de mourir. Si nous pensons que les forces internationales sont là pour mourir à notre place, nous nous trompons lourdement. Il appartient aux Maliens, à tous, de se lever, de faire barrage au terrorisme pour qu'enfin notre pays ait la paix. Si nous pensons que sans l'amunissement, sans Barkhane, nous allons mourir, eh bien, nous n'allons jamais quitter cette domination esclavagiste que l'Occident fait peser sur nous. Nous devons tous nous lever pour faire barrage au terrorisme. Ce sont là les derniers mots de Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat qui est notre invité. Maître, merci d'être là pour cette émission. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'actualité de la transition malienne. Merci de l'avoir suivi. Et merci à la réalisation. Merci aussi à l'équipe de rédaction pour la conduite de cette édition spéciale. Au revoir et à la prochaine pour notre numéro sur la transition malienne. Édition spéciale.